Vous êtes partenaire chez IT Translation. Oui. Bien sûr, 2 mots d'abord sur IT Translation. Alors IT Translation, c'est un acteur nouveau qu'on a inventé en 2011 qui correspondait à aucun modèle et qu'on pourrait appeler aujourd'hui, parce que ça va vous sembler banal, un accélérateur investisseur pour des startups très technologiques. On a dû l'inventer parce qu'on n'arrivait pas à résoudre le problème qui était de faire démarrer des startups portées par des chercheurs qui devenaient entrepreneurs dans le monde du digital. Donc des gens qui, dans des labos de recherche, avaient mis au point des choses très intéressantes et qui voulaient les porter sur la société. Et ce chemin-là, d'abord, si je vous dis un chercheur monte une boîte, je pense que je ne vois pas tellement, mais si je vous dis qui croit qu'un chercheur peut devenir entrepreneur, il ne va pas y avoir beaucoup de mains qui vont se lever. On peut essayer ? Qui croit que les chercheurs peuvent devenir entrepreneurs? Voilà, donc c'est bien ce que je pensais. Donc il y a déjà un premier frein qui est celui-ci. Oui, un chercheur peut devenir entrepreneur. Oui, dans le numérique, c'est même le meilleur entrepreneur des premiers temps parce que c'est celui qui a inventé, qui maîtrise les concepts. Et dans le numérique, la technologie, c'est un ensemble de choses assez impalpables. Il y a du code, il y a des idées, il y a des algorithmes, il y a des savoir-faire. Il y a des concepts dans la tête des gens et c'est ça qui va permettre d'aller monter une entreprise et ensuite de créer un produit. Alors, IT Translation, pourquoi? Parce que vous êtes finalement interprète, traductrice, c'est-à-dire que vous discutez avec des chercheurs qui ont une innovation technologique, mathématique, et vous en faites un business model et au final un produit commercialisable sur un marché. C'est ça, votre métier? C'est tout à fait ça. Je peux le commenter un peu peut-être. Mais voilà, ouais. Exactement. Comment ça se passe? Alors en fait, c'est ça. Et enfin, quand on croit en général qu'une technologie, ça va faire naturellement un produit. Et en fait, non. Le vrai sujet, c'est à partir de... Il y a deux inventions qu'il faut faire. Il faut créer la techno, ça c'est compliqué, il faut des années, il faut beaucoup de maths, il faut faire de l'informatique, enfin c'est un gros effort. Et après, quand on veut en faire un produit puis aller en créer une entreprise, il faut inventer un nouveau truc qui s'appelle un produit. Donc un produit, c'est fait pour quelqu'un qui a un besoin. Et quand on part de la technologie, en général, on commence par j'ai une solution qui a un problème. Et évidemment, ça ne matche pas spontanément. Donc il faut travailler. Et on fait beaucoup de travail, notamment en marketing, avec des projets, parce que on ne fait pas nous. Nous, on fait avec. On crée ensemble l'entreprise, on travaille ensemble, mais c'est la créativité de l'équipe entrepreneuriale, plus notre méthodologie et notre engagement qui fait qu'ensemble, on va faire quelque chose. Vous êtes un fonds d'investissement et pourtant, vous donnez beaucoup plus que des fonds. Alors, qu'est-ce que vous donnez à ces chercheurs? Alors, c'est eux qui devraient le dire. Ça, ce serait intéressant de les entendre. En fait, on se positionne comme un cofondateur. Donc, on va créer l'entreprise avec les chercheurs, tout au début, avec l'équipe. Hein. Ça peut être des chercheurs, puis il y avoir d'autres gens aussi qui sont déjà dans l'équipe. Et ensemble, on va développer l'entreprise, le produit. Enfin, on est partis ensemble dans le bateau. Et c'est ce ensemble dans le bateau qu'on peut caractériser de la partie accélérateur qui va faire qu'on va se retrouver en équipe pour aller vers l'investissement. Et quand on arrive au moment où le projet est investissable, et ça prend du temps, hein, ça prend entre 6 et 9 mois, quand le projet est investissable, alors on s'est engagé, nous, à mettre de l'argent. Donc à ce moment-là, on devient investisseur au sens capitalistique du terme. Et vous mettez 300 000 euros. Ah oui, alors nous, on met 300 000 euros. Et c'est tout le temps 300 000 euros. Alors ça m'a surprise. Vous pouvez juste nous expliquer pourquoi 300 000 euros? Alors c'est simple. Quand vous avez des gens qui viennent vous voir et qui vous disent « Bon, j'ai une idée, j'ai un peu de techno, il y a peut-être un marché, j'ai très envie. Combien ça vaut ?» On ne sait pas ce que ça vaut. Et à ce stade, ça vaut rien. Donc nous, on répond « Ok, pour l'instant, ça vaut rien, mais on va parier sur vous et on va parier que assez rapidement, ça va valoir quelque chose d'intéressant. » Mais ce quelque chose d'intéressant, on ne peut pas l'établir a priori. Et on ne peut pas se mettre dans une relation de ce type si on n'a pas défini ensemble vers où on va. Donc on a établi un engagement forfaitaire qui est, alors vous le demanderez aux gens avec qui on travaille, hein, qui est plutôt très fair et très orienté fondateur, puisque ces 300 000 euros sont sur une valorisation déjà définie, donc pré-négociée d'1,3 million. Et en général, quand on met l'argent, les entreprises, elles ont à peine du chiffre d'affaires. Donc leur donner une valeur d'1,3 million, c'est déjà une belle reconnaissance. Donc on a forfaitisé pour se simplifier la vie et pouvoir concentrer le travail, non pas sur des négociations à l'infini, sur du putatif qui perdrait vraiment tout le monde en chemin, mais plutôt se concentrer sur un travail de construction. Il y a des bruits de fond un peu étranges. C'est l'âme du B2B Summit qui veut parler. Là. Exactement. Tout à l'heure,
Tout à l'heure, vous avez employé le mot parier. Effectivement, c'est un peu un pari, l'investissement, surtout que vous les cueillez extrêmement jeunes. Donc à ce stade-là, qui est un stade où peu d'investisseurs prennent le risque, c'est effectivement un pari. Et pourtant, vous vous trompez très peu, puisque vous me disiez que sur 50 à 60 projets étudiés par an, 80% vont jusqu'à l'investissement. Non, les chiffres, c'est les 60, c'est ceux qu'on va investir sur 7 ans. Et on n'en étudie pas 60 par an, parce qu'on en finance 8 par an. Par contre, le taux de conversion dont on commence à travailler et on va jusqu'à l'investissement est fort. D'accord. C'est ça que je vous avais dit. D'accord, ok. Et ensuite, vous en avez une partie, alors sur les 8 annuels qui ferment, 3 qui vivotent et 5, donc plus de la moitié, qui vivent bien ou très bien. Donc finalement, vous êtes extrêmement doué pour distinguer les projets qui vont émerger. Quelle est, puisqu'on est sur le thème de la disruption, quelle est votre grille de lecture et qu'est-ce qui vous permet de pressentir qu'un projet ira loin? Wow, alors, il faut que je reprenne vos mots parce que sinon, on a l'air doué, c'est pas pour autant qu'on l'est. Et c'est en fait notre logique d'investissement qui donne ce sentiment. C'est-à-dire que quand on est très tôt comme nous, c'est-à-dire très technologique et très tôt, la seule façon de pouvoir investir, c'est de le faire sur un flux suffisamment large. Parce que de toute manière, on sait que parmi les entreprises qu'on va essayer de construire et de lancer, certaines vont fermer, c'est inéluctable, ça fait partie du métier. Donc en fait, on parie large et après, ça écrète. On a l'air doué pour le moment parce que peu ont fermé, mais en fait, les destins de ces entreprises qui sont créées, qui aujourd'hui, enfin, si vous allez sur notre site, vous verrez, elles vivent leur vie. Certaines sont à des phases de croissance douce, d'autres à des phases de croissance forte, d'autres à des phases où on est un peu inquiet pour eux. Enfin, il y a tout quand même. Vous avez créé ça en 2011, donc oui. Peut-être aussi vous manquez un petit peu de recul pour bien analyser le taux de succès de vos investissements. Ah oui, parce que alors en fait, c'est vrai que le monde actuel, quand on parle d'innovation, on entend des tas de choses, enfin on voit des tas de choses dans les journaux, on entend beaucoup de bruit, on a le sentiment que tout va très vite et tout est dans une échelle de temps très raccourcie. En réalité, entre un moment où on se crée une entreprise et le moment où elle est soit vendue, soit vraiment elle décolle, il va se passer du temps. Et le métier de l'investissement, c'est un métier qui s'installe dans le temps. Donc ça peut sembler paradoxal, mais c'est une réalité. Et donc les entreprises, avant que vraiment leur destin commence à devenir lisible, alors sauf celles qui décollent très vite et qui ont la chance de tomber pile sur la bonne fenêtre de marché ou qui ont trouvé le bon produit, les autres vont tâtonner, chercher, et puis à un moment donné, il va se passer quelque chose. Et ce temps-là, ça peut être de l'ordre de 6-7 ans. Dans les entreprises dans lesquelles vous avez investi, que vous avez accompagnées, il y en a un certain nombre qui sont réellement disruptives, d'autres pas. La disruption est-elle une clé de succès? La disruption, c'est une clé de risque, ça c'est sûr. Et quand on dit dans l'investissement high risk, high reward, dans ce sens, on pourrait dire que c'est une clé de succès. Mais on ne peut pas parier sur une disruption pour devenir automatiquement un succès. En fait, dans l'investissement, dans tout démarrage, personne ne sait ce que ça va donner. Parce que si quelqu'un savait ce que ça va donner, il y en aurait qui seraient très 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 riches et qui gagneraient tout le temps. Or, c'est pas vrai. Donc, il y en a qui prennent plus de risques, il y en a qui ont des zones de compréhension qui sont plus claires, mais voilà, personne ne sait exactement ce que ça va donner. Et même les meilleurs fonds d'investissement, les plus réputés de Californie, les plus riches, etc., ferment régulièrement des boîtes. Donc, est-ce que la distribution est une clé de succès? J'en sais rien. Parfois, en revanche, je le prendrais dans l'autre sens. Ne pas envisager la possibilité d'être disrupté, c'est une clé d'échec. C'est plutôt dans ce sens-là. Les hommes sont une clé de succès, me disiez-vous, la qualité des gens? Alors, oui. C'est une telle évidence que j'ai du mal à le rendre lisible, mais une entreprise, c'est avant tout des gens. Un projet d'entreprise, c'est encore plus avant tout des gens. Et au tout début, quand les personnes viennent nous voir, quand elles sont un petit peu avancées, mais tout ce qu'elles ont à transmettre, c'est de la foi. Donc la foi, ça passe par les gens, leur engagement. Et puis après, c'est leur capacité à mobiliser de l'énergie. Et puis après, c'est leur capacité à aller vers des utilisateurs potentiels, à inventer des produits. Et puis c'est leur capacité à convaincre. Puis c'est leur capacité à s'entendre. Bref, une techno toute seule, ça ne fait rien. Et des gens tout seuls, ça peut aller chercher une techno éventuellement, mais pas toujours. Vous avez de jolis exemples de réussite à votre actif. Vous pouvez nous en citer quelques-uns? Alors,
Donc mon métier, c'est de travailler avec des chercheurs en numérique, donc qui sortent des meilleurs labos de recherche français. Donc je fais un peu plus de pub en passant, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais en France, on a une école de mathématiciens, d'informaticiens, de sciences exceptionnelle. Et donc on a l'équivalent du MIT. Enfin, on a vraiment des endroits où il se passe des choses fantastiques. Pour en faire des entreprises, c'est un peu plus compliqué, c'est pour ça qu'on existe et on n'est pas encore sûr d'être nous-mêmes la solution, l'unique solution, il y en a probablement d'autres. Donc dans les succès qu'on a, on a des entreprises. Alors on a une entreprise qui fait de la musique. Alors ça, c'est de la science depuis le laboratoire, donc ça se passe à l'IRCAM, depuis le laboratoire, suite à l'observation pendant des années du geste d'un violoniste, dans la façon dont on peut regarder le geste, comprendre l'intention qui va avec, sentir la souplesse du mouvement. À partir de ce travail-là, quelqu'un a imaginé un petit objet que vous trouvez à la FNAC, qui s'appelle donc Phonotonic, je vais lui faire un peu de pub. C'est un petit objet en silicone, il y en a du jaune, il y en a du bleu, il y en a du rose. Et cet objet-là, vous le prenez et associé à un iPad, d'un seul coup, il y a une très belle musique qui sort. Donc c'est un peu les jeux d'enfants d'avant, mais qui étaient dissonants et qui n'étaient pas de la musique. Là, c'est de la musique. Vous prenez un objet, vous faites ça, et là, il y a un vrai envolé de notes. Et puis ensuite, vous faites ça, et donc ça active la partition qui est derrière autrement. Et en fait, vous pouvez créer un rythme et puis commencer une battle avec quelqu'un d'autre et faire de la musique ensemble. Donc ils sont arrivés chez vous avec une technologie capable de convertir un geste en son harmonieux. Ouais. Et vous avez inventé le produit et le marché qui va avec. Enfin, moi, j'ai rien inventé. Non. Il est arrivé avec ce savoir, après être passé pendant 1 an au 104, qui est un incubateur culturel à Paris, pendant lequel il s'est confronté au grand public pendant longtemps. Et il est arrivé avec l'idée d'un objet. L'idée, l'envie, le savoir-faire. Et puis pour nous, c'était pour le coup disruptif, parce qu'on n'avait jamais fait de B2C. Lancer un truc grand public, on ne savait pas. On ne savait même pas si on saurait l'aider. Et puis, on s'est un peu réunis entre nous, on s'est demandé comment on allait faire, et on s'est dit que ça valait le coup de tenter. Donc ça a été un long chemin, il a fait Kickstarter, puis ça n'a pas très bien marché, puis après on a redéfini des choses, puis il y a eu une commande pour la fin d'année, parce que ça se passe en fin d'année, puis après il y a eu le CES à Las Vegas, puis il a été lauréat au CES à Las Vegas, il a fait toutes les télés américaines, donc il était passé de je rame avec mon truc qui n'est pas encore bien fini, il faut le commander en Chine, je ne sais pas si je pourrais le payer, les capteurs sont plus chers, enfin vraiment la galère, à voilà, je suis au CES et tout le monde veut me voir et tout le monde m'interviewe, etc. D'autres exemples? Oui, alors ça c'est vraiment la typique, je l'ai pris parce qu'il est compréhensible et qu'il est lisible. Il y a un exemple un peu qui est Data Publica, qui est un jour François d'Ancillon. Donc François d'Ancillon, c'est un senior, un vrai senior, qui a déjà créé plusieurs entreprises, qui était un dieu de la base de données quand il était à Enria, qui a créé une entreprise aux États-Unis et en France. Il vient nous voir, il était en train de travailler à Enria à nouveau, et il nous dit... Bon, je veux monter une nouvelle entreprise. Bon, donc on se dit chouette. Et je veux monter une nouvelle entreprise, mais alors, bon voilà, ce que je vais faire, demain, les données seront gratuites, on pourra s'en servir, c'est le nouveau pétrole du business, et moi je veux créer un magasin de vente de données. L'open data, ça n'existait pas. Toutes les discussions de ce type n'avaient pas commencé. Un magasin de données, mais qui vend des données, comment, qu'est-ce que ça veut dire, ça se tarif comment, enfin on ne savait absolument pas. Donc on a pris le pari d'avancer, pari qui n'est pas juste sur le nom de François. Enfin, quand on investit sur des gens et sur des potentiels de technologie marché. François, c'est un serial entrepreneur. Quand on a un serial entrepreneur en face de soi, on est quand même sécurisé parce que la courbe d'expérience, il la connaît, et puis même il connaît plus de choses que moi dans son business, donc c'est le bonheur. Et la deuxième chose, c'est qu'on s'est dit, après tout, ils sont tellement bons en techno que même si leur magasin de données ne se vend pas comme ça, à tous les coups, ils vont trouver un truc intéressant. Et ça, c'est la vertu du numérique, parce que c'est ce fameux pivot que font toutes les startups, qui est encore plus possible quand on a une puissance de fabrication technologique en numérique. Et donc, on s'est dit, allez, on y va, on prend le risque. Mencia, 2 mots sur Mencia, peut-être? Mencia, c'est un truc... je souris parce que ça me fait plaisir, parce que c'est pour des enfants. Voilà, c'est le truc qui m'amène le sourire. Donc vous savez, il y a des enfants qui sont hyperactifs. Donc ces enfants hyperactifs, ils ont des vies très difficiles, et la seule façon qu'on a jusqu'à présent de leur permettre d'avoir une vie moins difficile, c'est-à-dire d'être plus supportable pour leur environnement, grosso modo, ça consiste à les shooter. Donc on leur donne, je ne sais plus comment ça s'appelle, Retaline, enfin je ne suis pas sûre, en tout cas on leur donne l'équivalent du Valium, de l'opium, enfin un truc horrible.
Et donc ces enfants sont calmés par ça et peuvent interagir avec l'école, leur famille. Et donc ce qu'a fait Mancia, c'est imaginer alors c'est parti de loin, avant qu'on arrive aux enfants, on venait de très loin. Dans le laboratoire, ils avaient inventé un système qui consiste à comprendre, à intercepter les ondes électromagnétiques émises par le cerveau et les mettre en corrélation avec une envie d'action. Donc c'est parti comme Star Wars. Et les démonstrations au début, c'était je m'assois, j'ai un casque, et puis en me concentrant, je bouge pas la main, mais je pense que je bouge la main et tout, il y a un truc qui passe. Ça c'était super. Le réveil de la force. Ouais, c'est ça. Mais personne ne l'a acheté. Hein. Donc, et puis ils ont travaillé, ils ont cherché, ils ont avancé, ils ont mis le casque, ils se sont dit on va faire de la wellness, on va apprendre aux gens à se calmer, puis est-ce qu'on peut faire de la médecine, qu'est-ce que ça fait? Et aujourd'hui, ils ont gagné le concours mondial d'innovation là-dessus. Ça consiste à dire, ben voilà, on va apprendre à des enfants qui sont hyperactifs, grâce au neurofeedback qu'on capte d'abord par le casque, mais aussi par notre analyse du signal, c'est ce qui est le plus difficile, et on va leur permettre, avec un process et un training, de petit à petit contrôler leur hyperactivité et peut-être échapper aux médicaments. Et là, les tests cliniques commencent bientôt. Alors la disruption n'est pas une fin en soi, mais en même temps, les 3 exemples que vous citez sont des belles disruptions. Et vous dites, si je fais un effort pour me demander le point commun entre tous ces projets, avec les 5 années que j'ai de recul, c'est qu'à chaque fois, je me suis dit, au départ, c'est pas possible. Alors ça, c'est pour les plus disruptifs. Hein. Pour moi, ces projets-là, plus tous ceux que j'ai pu expertiser, parce que dans l'écosystème, dans les rôles que l'on a, on voit passer beaucoup de projets. C'est sûr que disruption, ça commence par non, ça va pas le faire. Je comprends, c'est pas possible, ça me choque. Ça commence par non. Et puis après, il y a certains, on se dit, en fait, peut-être que oui. Et, voilà. Et ceux qui passent du, oh ben non, certainement pas, à peut-être que oui, ben c'est ceux qui sont vraiment disruptifs, à mon avis. Vous avez laissé passer des projets intéressants? Ah bah oui, forcément. Lesquels, par exemple? Ils sont pas forcément encore connus, mais j'ai laissé passer des choses que j'aurais aimé financer, mais qui sont arrivées trop tard, déjà trop construits par rapport à notre process, ou qui ont considéré que notre proposition de valeur n'était pas la plus intéressante. Oui, il y en a qui sont passés. Mais si je les cite, ça ne servira à rien parce qu'ils ne sont pas encore connus. Votre définition de la disruption? Alors, ça, j'ai réfléchi, parce que depuis qu'on m'a demandé de venir parler de ça ici, je me suis dit, qu'est-ce que disruption? Et donc, d'abord, c'est non, certainement pas, et oui, peut-être. Ça, c'est ma définition à moi. Puis j'ai regardé disruption et je me suis rendu compte que le mot disruption, il vient de la physique des plasmas. Je ne sais pas si vous l'avez évoqué depuis le début. Oui, vous l'avez parlé. Non, vous ne l'avez pas dit. Donc, en fait, c'est dans les tokamaks, c'est-à-dire les grands accélérateurs de particules, il y a du plasma qui tourne très très vite. Et à un moment donné, quand ça ne se passe pas bien, il y a une interaction avec la paroi, et là, il y a un éclair de foudre qui peut tout foutre en l'air. Donc disruption, c'est ça, c'est un comportement physique d'un matériau extrêmement puissant et plein d'énergie. Donc dans disruption, il y a rupture. Il y a quelque chose qui est douloureux même derrière. Et puis après, la première fois qu'on a parlé de disruption dans le business, c'est un publicitaire qui a fait ça. En fait, c'est une marque déposée d'une agence de publicité, je ne savais pas. Et là, il a dit, la disruption, c'est quand on va faire de l'innovation de rupture. Et donc, on est rentré dans... Puis après, il y a tous les grands penseurs américains qui ont conceptualisé ça derrière dans le business. Donc, en réfléchissant à tout ça, finalement, ma définition de disruption, c'est que c'est l'émergence, voire l'irruption d'une évidence, d'une nouvelle évidence qui fait qu'on ne pourra plus regarder le monde comme avant. Et ça peut être de tellement de manières. Ça peut être... Aujourd'hui, vous citiez, on est dans le l'ère du co, ensemble. Et bien aujourd'hui, on ne peut plus penser autrement. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, c'était presque impossible de penser comme ça. Voilà, il y a des choses qui arrivent, et puis à un moment donné, elles sont là, et puis on ne peut plus faire autrement. Merci beaucoup, Sophie, pour votre témoignage. C'est passionnant. Merci à tous. Merci, Sophie.